Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. Nous accueillons aujourd'hui le nouveau directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Robert Mardini. Au sommaire, l'action humanitaire mise à l'épreuve par la pandémie. Comment affronter un événement aussi brutal qu'inattendu? Faut-il craindre à l'avenir une diminution des financements? Le Comité international de la Croix-Rouge fonctionne sur un budget supérieur à 2 milliards de francs suisses. Comment promouvoir et faire respecter le droit et les valeurs humanitaires dans un monde de plus en plus divisé et fragmenté? Le nouveau directeur du Comité international de la Croix-Rouge a pris ses fonctions fin mars, au moment où l'épidémie partie de Chine commençait à déferler sur le monde, un scénario cauchemardesque. Quelles ont été ses priorités? Quels sont les obstacles à l'action humanitaire? Lorsqu'un virus se répand, c'est une autre menace mortelle qui s'ajoute à la violence, au bombardement et à l'insécurité de l'exil. Il y a aujourd'hui dans le monde plus de 70 millions de personnes déplacées ou réfugiées. Ils constituent les populations les plus vulnérables, comme les 12 millions de prisonniers qui s'entassent souvent dans des cellules insalubres et surpeuplées. C'est vers eux que le CICR et les organisations humanitaires dirigent leurs priorités, avec le risque que demain, les centaines de milliards injectés pour sauver nos économies dévastées soient perdus pour les opérations humanitaires. On fait le point de la situation avec Mélanie Oyon et au montage, Laurent Wertz. Dans cette ville de la province d'Idlib, désertée il y a 2 mois par ses habitants, des familles sont revenues s'installer dans les ruines de plusieurs quartiers. Nous étions dans le nord d'Idlib, et là-bas, les camps de déplacés sont bondés. Avec la surpopulation, on a eu peur de la propagation du coronavirus. On a décidé de rentrer. Même si nos maisons sont détruites, nous préférons vivre sur les décombres. 1 million de Syriens ont fui les bombardements depuis l'offensive du régime contre cette dernière province, encore sous contrôle des forces rebelles. Aujourd'hui, dans les camps du nord du pays, s'entassent des centaines de milliers de déplacés. Ici, à Al-Hol, le CICR a dû adapter ses soins d'urgence à la nouvelle menace du coronavirus. Dans cet espace condamné à la promiscuité, la propagation pourrait être exponentielle. En 9 ans de guerre, la Croix-Rouge estime que plus de la moitié des infrastructures médicales ont été détruites ou ne sont plus opérationnelles. Le pays fait état de 3 morts du Covid-19, mais on peut douter des chiffres officiels. La trêve du coronavirus n'aura été que de courte durée. Au sud du Yémen, les affrontements ont repris entre séparatistes et forces alliées au gouvernement. Épuisé par 5 ans de guerre, le pays affronte déjà une très grave crise humanitaire. Famine, manque d'eau potable et épidémie de choléra. Plus de 80% de la population dépend de l'aide humanitaire, estime le CICR. Alors que les États se barricadent, l'acheminement des denrées vitales est de plus en plus entravé et les prix flambent. Là aussi, les camps de déplacés sont en première ligne face à la menace Covid-19. Il faut stocker de la nourriture en cas de confinement, mais nous n'avons rien. Nous ne sommes pas prêts pour faire face au coronavirus. À Juba, la capitale, le coronavirus a déjà atteint les camps les plus vulnérables. Nous constatons une forte augmentation des cas à travers le pays. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que 2 cas se sont révélés positifs dans le camp juste à l'extérieur de Juba. La Croix-Rouge, comme toutes les organisations humanitaires actives en zone de conflit, part au plus essentiel.
et désespèrent que l'appel au cessez-le-feu planétaire lancé par le secrétaire général des Nations Unies soit resté lettre morte. Bonjour Robert Mardini. Bonjour. Bienvenue au directeur général du CICR sur le plateau de Géopolitique. Je me permets de vous présenter en 2 mots, car on vous a encore peu vu sur les écrans francophones. Vous êtes né au Liban, à Tripoli, au nord du Liban, il y a 48 ans. Vous avez émigré en Suisse pour y faire vos études à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en génie civil. Et puis, très vite, vous avez choisi l'action humanitaire. Pourquoi l'humanitaire ? J'ai grandi dans un Liban en guerre et j'ai pu voir de mes propres yeux le travail de la Croix-Rouge libanaise, le travail du CICR au moment vraiment les plus sombres de la guerre civile qui a déchiré le Liban pendant plus de 15 ans. D'ailleurs, pays qui n'est toujours pas au bout de ses peines, malheureusement. Et donc, avec notamment plus d'1 million de réfugiés syriens, on peut le rappeler d'emblée. Absolument. Ouais. Une situation économique qui est très précaire. Donc, plus tard, quand j'ai étudié à l'EPFL, quand j'ai travaillé 2 ans en tant qu'ingénieur, et le jour où j'ai rencontré la personne qui était derrière le stand du CICR lors d'un forum entreprise à l'EPFL, c'est là que le déclic s'est passé. Et puis, quand j'ai appris que le CICR recrutait des ingénieurs, j'ai déposé ma candidature. Et puis, fin mars dernier, vous êtes entré en fonction directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, alors que la vague du Covid, de la Covid, s'apprêtait à submerger le monde entier. C'est un scénario cauchemardesque, non ? J'ai atterri à Genève le jour même ou le lendemain des mesures de confinement. Donc, j'ai pas pu aller me rendre au bureau et j'ai commencé mon travail vraiment depuis la maison. Comme tout le monde, et c'était assez... je n'aurais jamais douté de commencer dans ces circonstances-là. Et quelles sont les priorités qui s'imposent à ce moment-là, début avril ? Voilà, donc début avril, situation de crise. Le CICR sait gérer les crises, ça fait partie de l'ADN de l'organisation, mais c'est une crise différente. C'est une pandémie qui a touché tous les pays, qui a touché les pays en guerre, comme les pays en paix, comme les pays des plus grands donateurs du CICR. Donc c'était quand même particulier, différent. Et les priorités pour nous, c'était d'abord s'assurer de la santé et du bien-être de nos collègues, de nos délégués, de nos collaborateurs, collaboratrices sur le terrain. 20 000 personnes qui travaillent dans plus de 105 pays. La deuxième priorité, c'était d'assurer vraiment la continuité opérationnelle de nos services essentiels, que ce soit les services informatiques. Du jour au lendemain, plusieurs milliers de personnes ont dû travailler aussi de manière virtuelle. Il fallait assurer ça. Il y a le paiement des salaires, il y a les flux logistiques. C'était essentiel de maintenir ces services-là. Et puis évidemment, le troisième, c'est la réponse opérationnelle qui était là, parce qu'aucun des conflits dont on s'occupait avant cette pandémie n'a été résolu. Et en plus, il y avait cette couche supplémentaire de la pandémie qui menaçait des populations très vulnérables. Concrètement, les obstacles qui se sont posés ou que vous êtes encore en train de surmonter, c'est quoi ? Alors, il y a toute une série d'obstacles. Par exemple, la rotation de notre personnel international a été automatiquement bloquée, puisqu'il n'y avait plus de vols internationaux. Sur un plan logistique, ça n'a pas été aussi disruptif, mais il y a eu des retards sur les commandes. Les prix ont augmenté, donc il fallait retrouver d'autres chemins logistiques pour acheminer le matériel de première nécessité pour les hôpitaux. Par exemple, au Yémen, plus de 3 quarts de la population a besoin d'une aide d'urgence humanitaire. Est-ce que vous avez pu, est-ce que vous pouvez continuer à délivrer ces biens élémentaires à la population ? Étant présent avant dans des pays comme le Yémen, la Syrie, la Somalie, le Sud-Soudan, on a évidemment des stocks, on a des collègues sur place, on a une capacité de réponse assez importante. Donc, il n'y a pas eu interruption de la réponse opérationnelle. Et bon, le Yémen, c'est un pays où 20 millions de personnes sur 27 millions n'ont pas accès à des services de santé, où plus de 50% des hôpitaux, des centres de santé ne sont pas fonctionnels aujourd'hui, où, rappelons-le, il y a 2 ans, quand il y a eu une épidémie de choléra, elle a pris comme un feu de forêt et a touché en quelques mois 1 million de personnes. Donc ça montre la vulnérabilité extrême de pays qui sont touchés par les conflits, qui ont été fragilisés, l'infrastructure a été fragilisée, les communautés sont fragilisées, et donc la menace est beaucoup plus grande, et puis les gens sont beaucoup plus vulnérables. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a lancé un appel global généralisé
au début mars à cause de cette Covid. Est-ce que vous avez observé, vous, sur le terrain, une diminution des hostilités? Malheureusement pas. L'appel était le bienvenu, mais sur le terrain, aujourd'hui, aucun des pays où le CICR est présent, où nos collègues travaillent au quotidien, on a pu observer une réduction de l'intensité des conflits. Au contraire, dans beaucoup d'endroits, que ce soit le Mali, l'Afghanistan, la Syrie, le Yémen, le Sud-Soudan, les contextes du lac Tchad, on voit une augmentation de la conflictualité et on craint plus de tensions parce qu'il y a les conséquences directes du Covid, mais il y a les conséquences indirectes. Les personnes qui ne peuvent plus sortir pour gagner leur pain quotidien seront encore plus dans des situations vulnérables et ça va exacerber certaines tensions qui existent déjà au sein des communautés. Alors, je vous propose qu'on s'arrête quelques instants en images sur une des activités au cœur du mandat du CICR. Ce sont les activités de détention. C'est une activité centrale et essentielle pour prévenir l'arrivée du virus dans ces lieux de détention. C'est un sujet réalisé par Elsa Anguinolfi. On se retrouve juste après. Des détenus entassés, si nombreux qu'ils n'ont pas la place de tous s'allonger pour dormir. Les prisons philippines sont parmi les plus surpeuplées du monde. Ici, la distanciation sociale est impossible. Plus de 400 prisonniers auraient déjà été contaminés par le Covid-19. À Manille, le CICR aménage avec les autorités pénitentiaires une zone d'isolement pour les détenus contaminés. Tout comme au Liban, dans la prison de Roumieh, la plus grande du pays. Certains détenus sont âgés, d'autres souffrent de maladies chroniques, d'un handicap physique ou de problèmes de santé mentale. Au CICR, nous estimons que les détenus ont droit à la même prise en charge médicale que le reste de la société. Le CICR visite quelques 1500 prisons chaque année dans une centaine de pays pour améliorer le sort des détenus dans les zones de conflits armés, mais aussi dans d'autres régions qui connaissent des situations de violence. Un travail de longue haleine, fait de négociations confidentielles avec les États, là où ils acceptent d'ouvrir leurs portes. Et aujourd'hui encore plus, les besoins sont immenses. Partout, le matériel manque et les détenus ne sont jamais les premiers servis. Nous soutenons 68 prisons au Bangladesh pour mettre en place des procédures de décontamination et de détection. 68 prisons, c'est beaucoup, et notre mobilité est réduite par le confinement. C'est un gros défi pour nous de mettre en œuvre notre programme. Du savon, de la lessive, des points d'eau pour se laver les mains, des tonnes de matériel ont déjà été distribuées par le CICR dans des prisons au Cambodge, au Salvador ou encore ici, en Somalie. Maintenant que nous avons reçu le matériel nécessaire, je pourrai expliquer aux autres comment l'utiliser. Je leur montrerai comment se laver les mains avant d'entrer dans les cellules. Et si Dieu le veut, nous serons épargnés et la maladie ne viendra pas ici. Mais les gestes barrières et le savon ne suffiront pas dans les prisons surpeuplées. Certains États se sont résolus à relâcher des détenus, comme aux Philippines, où la justice a annoncé avoir fait libérer près de 10 000 prisonniers. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut recommander dans des prisons surpeuplées, souvent insalubres, où s'entassent dans le même espace parfois des centaines de détenus? Alors c'est là que le dialogue que le CICR a avec les autorités carcérales revêt toute son importance. Il y a toute une série de choses qu'on peut faire à court terme, améliorer l'approvisionnement en eau potable dans les prisons, les conditions d'hygiène, augmenter les points de lavage de mains, par exemple, comme on l'a fait dans beaucoup de prisons en Afrique, au Moyen-Orient, dans le Sahel. C'est important, mais voilà, la question de surpopulation est un grand défi. Il y a un dialogue qui a permis, dans certains pays, aux autorités d'envisager l'inenvisageable avant le conflit, c'est-à-dire de réduire le nombre des détenus. 10 000 prisonniers libérés aux Philippines, je crois. Hein. Il y a eu ça. Les autorités au Mali sont en train de considérer d'avoir des mesures similaires. Donc ça, c'est très prometteur parce que ce dialogue permet d'ouvrir des espaces nouveaux et des possibilités nouvelles pour réduire la propagation du virus dans les lieux de détention.
J'ai été frappé en préparant cette émission de voir que vous visitiez des prisons, vous aviez accès à des prisons dans des pays qui ne sont pas en conflit ou plus en conflit depuis longtemps. Comment se fait-il? Le CICR a une expertise dans ce domaine-là et offre ses services à des gouvernements, à des autorités détentrices, et puis libre à elles d'accepter ou de ne pas accepter. La grande majorité, le CICR a visité en 2019 1500 lieux de détention, à peu près des lieux où 1 million de détenus habitent. On a fait le suivi de 44 000 détenus de manière individuelle. Tout ça, c'est possible à cause de la crédibilité, du dialogue confidentiel qui développe la confiance avec les autorités et qui permettent à nos délégués d'entrer, de conseiller et de proposer des mesures concrètes pour améliorer la santé des détenus et aussi améliorer le travail des autorités carcérales qui souvent sont le parent pauvre de toutes les administrations, moins de budget, moins de moyens. Est-ce que vous ne craignez pas que les centaines de milliards qui ont été injectés pour sauver nos économies ici en Occident manquent à l'avenir aux opérations humanitaires? C'est une crainte, évidemment. C'est la première crise qui touche vraiment de plein fouet les pays en conflit et les pays donateurs. Donc, ça nous met encore plus le fardeau d'optimiser nos opérations, de collaborer avec les autres organisations humanitaires, d'être plus complémentaires, d'avoir plus de partenariats. Mais on sait que ce sera plus difficile et puis il faudra être beaucoup plus convaincant pour lever les fonds. Pour le CICR, je pense qu'on est dans une situation favorable parce que les conflits sont toujours là et les besoins criants sont toujours là. Donc c'est important de continuer. Le président Donald Trump a suspendu son financement à l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous craignez que ça vous arrive, à vous, Comité international de la Croix-Rouge? Une nouvelle foucade du président Trump? En tout cas, notre stratégie de levée de fonds est basée sur le principe de diversification des recettes et des fonds qui viennent des différents États signataires des conventions de Genève. Les États-Unis sont quand même votre principal donateur. Absolument, hein, absolument. Ouais. Et c'est quelque chose de très positif. Mais on se doit d'élargir cette palette pour pouvoir maintenir nos opérations et nos ambitions opérationnelles parce qu'on voit sur le terrain que les besoins humanitaires, malheureusement, continuent à augmenter et puis dépassent souvent les recettes que nous avons pour faire les opérations. Cette crise, de manière évidente, a creusé les divisions internationales. Les grandes puissances rivalisent, elles se regardent plus que jamais en chien de faïence. Est-ce que ce n'est pas inquiétant, ça, pour le futur de l'action humanitaire et je dirais même pour la promotion des valeurs humanitaires? Absolument, on le voit, la communauté internationale est divisée à peu près sur tous les grands conflits. On le voit au Conseil de sécurité ou des conflits comme la Syrie, le Yémen, le Myanmar, la Libye, c'est du surplace. Donc ça, c'est peu enthousiasmant, effectivement. Et les permanents du Conseil de sécurité sont eux-mêmes engagés dans ces conflits. C'est le cas, et c'est pour ça que nous avons un dialogue avec non seulement les belligérants sur le terrain, mais aussi les pays qui soutiennent ces belligérants, parce que non seulement les belligérants ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire, mais ceux qui les soutiennent aussi. Et c'est pour ça que le dialogue avec eux est très important, et puis c'est quelque chose sur lequel nous n'allons pas renoncer au CICR. Est-ce que cette crise ne va pas compliquer la solution politique de ces conflits? La Syrie, c'est depuis 9 ans, le Yémen depuis plus de 5 ans, on pourrait parler de l'Ukraine, etc. Est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué aujourd'hui avec cette crise d'imaginer une solution politique? Ça dépend, je suis quelqu'un d'optimiste. Comme je pense dans le travail humanitaire, on voit que cette crise est en train de libérer les capacités d'innovation de nos collègues qui repensent les programmes différemment, qui font des consultations de programmes de santé mentale de manière virtuelle, on espère que cette couche va vraiment motiver les acteurs politiques de trouver des solutions nouvelles à ces problèmes qui durent depuis des décennies. On l'espère, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis on voit que cette souffrance est vraiment insoutenable. Eh bien, on va rester sur cette note plutôt optimiste. Robert Mardini, merci. Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver un jour sur le plateau de Géopolitis. Merci. Plaisir, merci. Merci. C'est une grande et belle idée que le droit humanitaire international, formalisé après les 2 premières guerres mondiales, pour tenter de réduire les souffrances et les horreurs des conflits.
Steven Mossa nous en rappelle les principes et les piliers, et le décalage aussi entre les textes et la réalité du terrain. Les animations graphiques sont signées Valérian Ramfer. Le droit international humanitaire, ou DIH, ce sont des règles qui visent à limiter les effets de la guerre pour des raisons humanitaires. On appelle aussi le DIH le droit de la guerre, car il ne s'applique qu'en situation de conflit armé, de la même manière pour tous les acteurs, que ce soit des forces régulières ou des groupes armés, et peu importe qui a déclenché les hostilités. Le droit international humanitaire couvre deux domaines. Le premier est la protection des personnes qui ne participent pas ou plus au combat. Ce sont par exemple les civils, les blessés et les prisonniers, et tous devraient, selon le droit, être respectés et ne pas être visés ou utilisés dans les combats. Second domaine, les limitations aux moyens de guerre, ce sont surtout les armes et les restrictions aux méthodes de guerre, censées ne pas créer de dommages ou de souffrances inutiles. Selon le droit humanitaire, chaque partie au conflit devrait toujours faire la distinction entre civils et combattants et ne pas viser les lieux fréquentés par la population comme les écoles ou les hôpitaux. Le DIH garantit aussi des secours aux populations victimes d'un conflit. L'accès aux biens de nécessité comme l'eau, la nourriture ou les médicaments, ou leur ravitaillement en cas de pénurie par des organisations humanitaires impartiales. Mais où trouve-t-on le droit humanitaire? Il se trouve surtout dans les 4 conventions de Genève de 1949, ratifiées par tous les États, et complétées en 1977 par 2 protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes des conflits armés. L'essentiel des règles du DIH est désormais considéré comme du droit coutumier. Cela veut dire que ces règles sont obligatoires pour tout acteur d'un conflit, même s'il n'a pas signé les conventions. Si le droit international humanitaire est un principe universel, il est ces dernières années de plus en plus bafoué, notamment au Yémen, en Syrie ou encore en Afghanistan, théâtre la semaine dernière d'une attaque terroriste dans une maternité de Kaboul qui a fait une 20aine de morts, dont des jeunes mamans et des nouveau-nés. Les attaques ciblées contre des civils innocents, des écoles, des hôpitaux ou des acteurs humanitaires sont une des caractéristiques des conflits contemporains. L'assassinat de 6 délégués du Comité international de la Croix-Rouge en pleine guerre de Tchétchénie marquera à jamais l'histoire de l'organisation. C'est notre rubrique ce jour-là. Marc Julmy et au montage, Mehmet Chal. Ce jour-là, 17 décembre 1996, est un jour noir pour le CICR. Ouvert en septembre dernier pour soigner les blessés tchétchènes, cet hôpital était en quelque sorte la vitrine de l'action humanitaire internationale en Tchétchénie. Le symbole visé n'est donc pas neutre, tout comme n'ont sans doute pas été choisis au hasard les victimes. Il s'agit de 5 femmes, dont 4 infirmières et un homme. Dans la culture islamique tchétchène, la vie d'une femme n'a pas de prix. Certains disent qu'elle vaut celle de 9 hommes. Malgré les accords de paix signés cet été par Alexandre Lebed et le général Machkadov, le CICR savait que ses délégués encouraient de grands risques. L'acte suivant se joue 2 jours plus tard sur le tarmac de l'aéroport de Cointrin. Venant de Tchétchénie, l'avion spécial atterrit à Genève peu après 1h15 ce matin. Les familles, les amis, l'état-major du CICR, les ambassadeurs de Norvège, d'Espagne, des Pays-Bas, de Russie, ainsi que les autorités cantonales et municipales genevoises se regroupent autour des 6 dépouilles. Le président Sommaruga commence par remercier Hans, Ingeborg, Nancy, Gunhild, Cheryl et Fernanda. Il remercie leur courage et leur professionnalisme et met en garde. Si nous acceptons que l'intolérable se perpétue dans l'indifférence, alors l'intolérable deviendra la norme. Et ce message, toute la famille du CICR l'a bien compris. Sous le choc, les collaborateurs des organisations humanitaires se mobilisent. Depuis la place des Nations, cet après-midi, ils se sont ébranlés pour la première marche silencieuse dans l'histoire du CICR pour condamner la violence aveugle. Dure leçon pour l'institution, frappée intentionnellement et qui découvre, dans la douleur,
qu'en matière d'engagement humanitaire. Une page, ce jour-là, s'est tournée. Et voici encore quelques pistes pour prolonger chez vous cette émission. Par exemple, ce dossier de la chaîne Arte réalisé à l'occasion des 70 ans des conventions de Genève. À réécouter l'émission de nos amis et collègues de tout un monde sur les ondes de RTS La Première. Le Covid-19 aggrave les autres crises et met en péril l'action humanitaire. C'est vrai que l'épidémie est encore venue s'ajouter à l'état d'urgence qui prévalait au Yémen, en Syrie, au Bangladesh et dans le Sahel. Et à ce propos, justement, je vous signale le reportage Burkina, un ami en détresse. Le Burkina Faso, confronté à la montée des violences interethniques et djihadistes au nord du pays, des dizaines de milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. Un bref extrait de ce reportage à découvrir sur le site du magazine Temps Présent sur la RTS. Tout proche de la zone rouge, la ville de Kaya gère la moitié des déplacés du pays. Pratiquement tous ont perdu des proches. Ils sont cultivateurs, éleveurs et obligés de s'enregistrer pour recevoir un peu d'assistance. Il y a des gens qui sont là, ça vaut 1 mois, 2 mois, ils n'arrivent pas à avoir à manger. Et bon, c'est pas facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans une semaine pour une prochaine édition de Géopolitis sur la RTS et TV5 Monde, mais aussi sur YouTube en podcast et sur notre site où vous pouvez revoir toutes nos émissions. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Une excellente semaine à vous tous.